invité de la semaine, Guillaume Legendre, bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps que l'on se croise, hein, souvent sur les parquets de France et de Navarre. Et puis donc cette semaine, eh bien, l'interview t'est consacrée. Donc c'est une question que l'on pose à toutes les personnes qui œuvrent et qui ont accepté cette interview. C'est d'abord, où et quand es-tu né, Guillaume? Alors moi je suis né à Dijon en 1986, le Mhm. 11 juin. Ouais. Et comment tu as découvert le basket? Au centre de rééducation suite à un accident, ça fait 12 ans maintenant, c'était en 2005. Et puis l'équipe de Dijon était venue faire une petite présentation au centre de rééducation. Et puis vu que j'étais très sportif avant, je me suis rapidement mis dans un fauteuil. Et puis on était trois jeunes paras du même âge à l'époque au centre. Et puis on a intégré la JDA à la sortie du centre de rééducation quoi, en 2006. Ouais. Est-ce qu'avant de pratiquer le basket handi, tu faisais, quand tu étais valide, entre guillemets, tu pratiquais quel sport pratiquais-tu? Alors moi, je faisais du rugby. Je jouais arrière, donc j'ai fait 12 ans de rugby, ouais. Et aujourd'hui, est-ce que cette activité te manque ou pas du tout? Ouais, il y a toujours un petit sentiment de manque, mais quand je vais voir les copains jouer, mon ancienne équipe, mais Mhm. c'est vrai que j'ai retrouvé le même plaisir du sport co grâce au basket fauteuil. Et du coup, je pense que j'ai pas, non, on peut pas dire un manque, c'est toujours un petit pincement, et il y aurait, mais c'est pas quelque chose qui me manque au quotidien, ouais. Et le basket, alors, finalement, qu'est-ce que le basket handi t'a apporté dans ta vie? Ah bah moi, bon, on en parlera un petit peu plus tard, mais au-delà de la partie pro, c'est vraiment le sport qui m'a permis d'accepter mon handicap. J'étais très sportif avant, du jour au lendemain, je me retrouve dans un fauteuil, à plus pouvoir courir, et je pense vraiment si j'avais pas eu le basket à ce moment-là dans ma vie, ça aurait été beaucoup plus dur hein, Mhm. C'est- d'accepter le handicap et puis d'enchaîner derrière. Ouais. je suppose que c'est un moment qui est assez délicat parce que quand on passe du monde valide au monde du handicap, il y a des choses qu'on ne peut plus faire et qu'on avait l'habitude de faire. Donc, comment finalement, toi, tu l'as vécu, cette période de transition? Euh, Avec le recul, vraiment, c'est vraiment, comme je le disais, le sport m'a permis de pas trop en souffrir. Après, moi, j'ai la chance, c'est une paraplégie incomplète, donc j'ai eu la chance de remarcher aussi. Donc c'est sûr que bon, l'acceptation est plus facile hein, dans ces cas-là. Et en dehors du sport, j'ai pu rapidement tout refaire comme avant. Donc le seul deuil que j'ai eu à faire vraiment, c'est celui de courir et bah, du coup, comme je le disais, le rugby, quoi. Mais dans ma vie quotidienne, c'est vrai que j'ai pas, ça a été beaucoup plus simple pour moi d'accepter le handicap parce que c'est vrai que ça n'a pas changé grand-chose, si ce n'est de marcher moins vite et puis de faire du sport en fauteuil. Mais comme je le disais, j'ai pris retrouvé tellement de plaisir à refaire du sport co grâce au basket fauteuil que du coup, j'ai rapidement tourné la page du rugby et de tout. Alors, souvent, quand je pose cette question parce que c'est surtout pour la génération qui était, qui te précédait, Hmm. je pose toujours la question, est-ce que tu te souviens de ton premier fauteuil? Quand je pose cette question, par exemple à Charles Zilla ou à des joueurs comme Philippe Bay, tout le monde va nous dire, ouais, nous on a joué sur des poiriers qui faisaient 25 kilos, Ouais, c'était en même temps ouais. fauteuil de sport et fauteuil de ville. Toi, c'est pas du tout près. Est-ce que tu te souviens aujourd'hui de ton premier fauteuil dans lequel tu as évolué à Dijon? Ouais, ouais, je me souviens, c'était le revendeur local qui m'avait vendu un fauteuil de sport. C'était un Quickie à l'époque, c'est pour ça, c'était déjà du bon matériel, hein, c'était le Quickie All Court. Bon, après, le problème, c'était les mesures. C'est vrai que c'était pas un sportif qui me l'avait fait le premier, donc c'est vrai que c'était un peu une catastrophe. Et heureusement, il y avait Denis dans mon club qui bossait dans un magasin à l'époque, donc il m'a rapidement refait un autre fauteuil l'année d'après, et là, ça commençait déjà à aller un peu mieux, ouais. Euh, Tu te souviens de ton premier match quand tu es entré pour la première fois dans un match au sein d'une compétition? Alors, je me souviens pas du premier match, mais moi, ce qui m'avait marqué, c'était le premier entraînement, parce que c'était, voilà, vraiment à l'époque, c'est vraiment le souvenir que j'en ai gardé, où j'étais complètement largué. Déjà, moi, j'étais pas un basketteur, je jouais déjà pas beaucoup au basket quand j'étais valide, donc c'est vrai que mes premiers shoots, ça ressemblait plus à des grosses passes de rugbyman qui cassaient un peu la planche. Donc c'est vrai que c'est un peu mes premiers souvenirs. Et heureusement, à l'époque, on était trois nouveaux en même temps. C'est ce qui m'a aidé voilà, à intégrer rapidement l'équipe. Et puis à pas me sentir être le seul à être le boulet de l'équipe parce qu'on était quand même trois dans la même situation. Et puis on s'est rapidement
amélioré, heureusement. Mais voilà, c'est vrai que c'est les premiers entraînements, le souvenir terrible de ne pas pouvoir avancer avec le fauteuil. Et puis ce ballon qui changeait un peu de mon ballon ovale habituel. Ouais. Euh, tu as, tu as fait combien de clubs? Tu as fait Dijon et Chalon, c'est tout? Ou tu as fait d'autres clubs? Oui, alors du coup j'ai joué à Dijon, donc j'ai commencé à Dijon. Et après j'ai eu la chance de partir aux États-Unis une saison donc en universitaire, puisqu'il y a un championnat universitaire là-bas. Donc j'ai eu la chance d'avoir une bourse, donc ça c'était en 2007. Et puis après je suis revenu à Dijon par contre, donc j'ai refait quelques années à Dijon où j'ai été capitaine pendant 7 ans, il me semble. Et puis l'année dernière j'ai fait 6 mois en Grèce là, suite à mon départ de Dijon. Et puis après je voulais revenir dans la région puisque j'habite toujours à Dijon, donc c'est pour ça que j'ai signé à Chalon à côté, parce qu'il y a un projet qui se développe bien là-bas. Ouais. Alors, ton expérience aux États-Unis, tu étais dans quelle équipe tu as joué? Alors j'étais à l'université de Arlington, c'est à côté de Dallas en fait. D'accord. Donc on s'entraînait avec les Mavericks, les Dallas Mavericks le mercredi, et puis sinon on avait entraînement tous les jours à l'université, et puis les tournois le week-end un peu partout aux États-Unis. Donc ça faisait que 2 ans que j'étais handicapé moi, donc j'étais encore tout nouveau dans le basket fauteuil. Donc c'est vrai que c'était une expérience extraordinaire pour moi et qui m'a permis d'être tout de suite confronté à des joueurs de haut niveau, puis un rythme d'entraînement différent aussi, puisqu'à l'époque Dijon n'avait pas la structure qu'elle a maintenant avec les entraînements quotidiens. Donc c'était vraiment une super expérience là-bas. Ouais. Comment tu as été accepté dans cette équipe américaine venant de France? Est-ce que tu as été bien incorporé? Est-ce que l'accueil était chaleureux? Est-ce que les gens se sont occupés de toi ou alors ils t'ont considéré comme un Américain quelconque qui vient dans une université? Alors non, ouais, là-bas, c'est vraiment une famille aussi. Hein. UTA, c'est le nom de l'université là-bas. Bon, déjà, j'ai eu un coup de chance extraordinaire. Ça faisait qu'une saison que je jouais. Il restait une place dans l'effectif là-bas. Et ils ont accepté de me prendre, alors qu'ils savaient très bien que j'avais pas encore de niveau, pas d'expérience. Donc c'était vraiment une super chance pour moi d'avoir une bourse complète pour partir là-bas. Hein. Cette opportunité-là, je ne sais pas si elle est encore possible de nos jours, quand on n'a pas un niveau confirmé, quoi, de partir là-bas. Et donc déjà, et puis là-bas, je parlais pas très bien anglais au début, donc ils m'ont vraiment pris sous leur aile. J'étais en colocation avec le fils de l'entraîneur, donc ça m'a beaucoup aidé aussi. Et puis, non, vraiment, l'esprit de famille est solidaire. Et puis, voilà, conscient que j'avais pas le niveau à l'époque, mais ils m'ont rapidement intégré dans les entraînements pour que je puisse progresser plus vite. Donc c'était vraiment chouette. Et puis j'ai encore des très bons contacts, j'y vais régulièrement, puisque maintenant l'usine de fabrication des fauteuils, on en parlera plus tard, mais est juste à côté de l'université. Donc c'est aussi comme ça que j'ai rencontré le fabricant de Performax. Donc voilà, c'est vrai que c'était le début d'une histoire qui dure encore maintenant. Quoi. Et du côté de la Grèce, comment tu as vécu cette expérience, même si tu n'y restais que quelques mois? Ça t'a enrichi ou tu as plutôt été un peu déçu du championnat grec? Sportivement, oui, de toute façon, je savais où j'allais, mais c'est vrai que j'avais pas trop le choix suite à mon départ de Dijon. Les transferts étaient fermés un peu partout, donc j'ai eu cette opportunité-là de partir jouer. Donc je l'ai appris un jeudi, il fallait que je me décide pour le lendemain, vendredi, la clôture des transferts. Donc c'est vrai que la décision s'est prise assez vite. Donc je savais que sportivement, ça ne serait pas un championnat aussi relevé qu'en France, mais c'était l'occasion de changer un peu les idées suite à mon départ de Dijon et puis vivre une expérience dans un nouveau pays. Donc pareil, culturellement, c'était super intéressant. Après, sportivement, c'est sûr que ça ne m'a pas apporté énormément, mais c'était enrichissant de découvrir un autre pays. Tu es revenu à Chalon parce qu'il y avait donc un nouveau projet. Tu t'es inséré dans ce projet. Aujourd'hui, nous sommes à mi-saison parce que les matchs au retour ont débuté. Comment tu te sens au sein de cette équipe? De mieux en mieux, déjà très bien dès le départ, hein, puisque déjà cet été, j'avais noué le contact avec la coach Sandra, qui m'a expliqué un petit peu le projet à Chalon, la structure du club, que je connaissais déjà un petit peu. Et puis moi, l'élément déclencheur, ça a été l'arrivée des joueurs de Thonon, donc Simon, Annabelle, Mimi et puis Yann. Donc c'est vrai que c'est vraiment ce qui m'a conforté dans mon choix d'aller à Chalon, même si ça fait déjà quelques semaines que j'y pensais. Le projet me plaisait déjà bien, mais c'est vrai que c'est l'arrivée de ces joueurs-là qui m'a fait franchir le pas, puisque c'est vrai qu'à la base, passer 10 jours à Chalon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Et si on m'avait dit ça il y a encore un an, jour pour jour, j'y aurais pas cru, c'est sûr.
Mais voilà, en tout cas, je suis là-bas, le club se développe bien, on commence de voilà, vraiment avoir un collectif intéressant. Les premiers matchs, on ne se connaissait pas trop, c'est sûr que c'est pas évident, hein. On était quand même 5 nouveaux et puis d'autres joueurs qui n'étaient pas habitués à ce niveau-là. Donc le temps que ça prenne, mais je pense que là, on va pouvoir faire une deuxième partie de saison Intéressant. beaucoup plus intéressante, ouais, carrément. Ouais. Alors maintenant, parlons un peu de ton activité, parce que il y a le Guillaume Legendre qui est joueur de basket, qui est passionné de sport, mais finalement, Hum, cette passion, tu la poursuis même en dehors du terrain, puisque tu es toujours à la rencontre de sportifs, hum, et puis je suppose dans tous les secteurs d'activité, aussi bien le tennis que le ouais. ping-pong, etc. Qu'est-ce qui t'a motivé justement à partir et à prendre cette voie pour finalement t'occuper et fournir et créer des fauteuils pour chaque joueur? C'est quoi ta motivation? Bah, pareil, hein, le hasard des rencontres. Il y a eu le hasard de ma signature aux États-Unis et de jouer là-bas. Et c'est là-bas que j'ai rencontré un fabricant de fauteuils roulants, William Hernandez, qui avait créé sa propre marque de fauteuils, donc Performax, qui n'était pas du tout connu en Europe à l'époque. Et il m'a fait mon premier fauteuil Performax quand je suis arrivé à l'université. Et bah, c'est vrai que déjà j'ai adoré le fauteuil. Et puis quand je suis rentré en France avec, bah, c'est un petit monde, hein. Il y a 3 marques qui se partageaient le marché. Donc les gars me demandaient où je l'avais eu, etc. On testait un peu. Et à force de mettre les gens en relation avec la boîte américaine, je me suis dit bah, pourquoi pas faire ça parce que je commençais à y prendre goût. Et puis avec William, ça va au-delà du travail. C'est un de mes meilleurs amis, c'est un mentor pour moi. Et c'est comme ça qu'est né Performax France. Et puis donc petit à petit, beaucoup dans le basket. Et puis après, vu que je faisais un peu de tennis aussi à côté, j'ai eu des contacts dans le tennis et puis après la marque commence à être connue et puis c'est vrai qu'on a du coup ce qui était super intéressant c'était de découvrir plein de sports différents avec le même besoin, le fauteuil tout parti de là. Donc on a fait des fauteuils de badminton, des fauteuils d'escrime, des fauteuils de ping-pong, des fauteuils de rugby. Enfin c'est vrai que c'est une belle expérience qui continue encore aujourd'hui. Ouais. Alors, toi, dans cette fabrication et dans cette entreprise qui reste encore un peu familiale, quel est ton rôle? Est-ce que toi-même, des fois, il t'arrive de créer un fauteuil, de prendre un crayon, une feuille, et puis de dire, tiens, sur le papier, ah tiens, je verrais bien ce type de fauteuil pour tel ou tel sport? Hmm. Bah, moi déjà, bah, je m'occupe de tous les exports pour eux. Et puis c'est vrai qu'au départ, c'était quelques unités par an qui partaient en France. Maintenant, c'est vrai qu'on vend sur le championnat allemand, sur le championnat italien, en Turquie. Maintenant, on a aussi un associé qui nous a rejoint pour l'Angleterre, donc c'est tout nouveau. Donc voilà, la marque commence à être très implantée, bah, essentiellement dans le basket. Et puis, donc moi, là, au-delà de ce développement commercial, c'est vrai que j'aime m'impliquer aussi dans la prise de mesures. Beaucoup de joueurs en France insistent pour que ce soit moi qui fasse les mesures, parce que c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à faire ça, à pouvoir vraiment conseiller les gens sur la prise de mesures. Donc c'est vraiment ce qui me passionne. Et puis c'est vrai que moi ce que j'aime, c'est aussi, comme tu le dis, des fois partir du fauteuil de base et puis en fonction de la pathologie ou du sport pratiqué, de suggérer une modification et de travailler sur le dessin 3D avec William. Donc c'est souvent, il m'appelle souvent le soir, des fois tard, mais c'est vrai que c'est une passion, donc c'est vrai que c'est toujours un plaisir de créer un fauteuil vraiment personnalisé pour les gens. Et ça, c'est vraiment ce qui me tient à cœur. On ne fait pas du fauteuil standard. Chaque fauteuil, maintenant, ça fait plus de 5 ans que je fais ça. Quand je vois un fauteuil, je sais pour qui il avait été fait à l'époque. Donc c'est vrai que parce que chaque fauteuil est différent. Est-ce que donc le fait que tu prennes des mesures pour tout type de handicap, ça veut dire que tu connais sur le bout des doigts un peu toutes les pathologies? Bah, j'ai appris sur le tas, c'est vrai que c'est pas des études qu'on fait, mais à force de voir bah, tous ces gens, d'aller dans les centres, rencontrer ces gens, parce que ça va au-delà du sport, maintenant c'est aussi les fauteuils de la vie de tous les jours. C'est vrai que maintenant je commence à avoir un bagage un peu conséquent sur toutes les pathologies, le positionnement qui va avec, les différents sports, les différentes habitudes des sportifs. C'est quelque chose qui rentre en compte à chaque fois, donc et c'est ça qui plaît aux clients, je pense, c'est que on a quand même un très bon recul maintenant avec les années sur les différents fauteuils. Ouais. Quels sont les matériaux sur lesquels vous travaillez actuellement? Bon, il y a eu le titane. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore un matériau qui est encore plus léger, plus solide? Et aujourd'hui, quels sont un peu les fauteuils qui font la référence de Performax?
Bah, nous, on n'a jamais travaillé le titane. Et justement, quand je suis arrivé sur le marché avec mon fauteuil, c'est un peu ce qui nous était reproché. Les gens voulaient du titane. Et nous, on a gardé notre ligne directrice, c'est-à-dire de travailler de l'aluminium parce qu'on estime que c'est le produit qui convient le mieux, enfin le matériau qui convient le mieux à la pratique du basket. Et enfin, le temps nous a donné raison, puisque maintenant tous les fabricants reviennent à l'aluminium pour le basket. Et puis maintenant, on développe de plus en plus de choses à base de carbone. Donc là, on est plus sur la partie vie active, où on est en train de travailler sur un fauteuil avec une structure en aluminium, mais entouré de carbone, ce qui va permettre de gagner énormément en poids, tout en gardant ce côté fauteuil sur mesure, grâce au cadre en aluminium qu'il y a en dessous. Donc, je te demandais quels étaient un peu les fauteuils qui aujourd'hui font la référence de Performax. Bah, Performax, oui, c'est le Thunder, donc le fauteuil de sport, que ce soit pour le basket et le tennis, c'est vrai que c'est le modèle le plus vendu. Et puis pour la vie de tous les jours, on a le Performax Sky, avec une nouvelle version pliante aussi qui permet d'avoir un fauteuil actif, mais vraiment très compact. Donc ça, c'est vrai que c'est les deux modèles qui fonctionnent le plus. Et puis on a aussi un fauteuil qui s'appelle le Shockwave, c'est un fauteuil avec un amortisseur Fox, comme les vélos de cross, et qui permet d'absorber tous les chocs pour la vie quotidienne. Et puis surtout en l'adaptant avec le Batex, c'est la petite moto qu'on clipse devant les fauteuils, je ne sais pas si tu connais. Oui. Mais voilà, c'est vrai que ça permet d'amortir tous les chocs de la moto. Donc voilà, c'est ces trois modèles-là qu'on vend le plus. Ouais. Est-ce que, tu sais, enfin, je suppose que tu dois te tenir au courant, au niveau de la robotique, il y a maintenant, il y a la possibilité d'avoir, tu sais, des fauteuils avec uniquement 2 roues, c'est-à-dire que les petites roues vont être complètement supprimées, et il y a une histoire de gyroscope qui font que la personne va s'asseoir sur son fauteuil, et uniquement avec le déplacement du tronc, le fauteuil va avancer. Est-ce que Performance, vous travaillez déjà également aussi sur ce type de fauteuil ou pas du tout? Ouais, c'est drôle que tu en parles, on va croire qu'on s'est concerté avant, mais non, on travaille sur un prototype. En fait, l'idée, ça serait de garder le même châssis que les fauteuils actuels, mais en effet, donc toujours le côté sur mesure et les châssis en aluminium, mais d'intégrer justement un système de gyroscope dans l'axe qui permettrait de supprimer les roulettes avant. Et ça serait un mix en fait entre les fauteuils actifs qui existent actuellement et les systèmes gyroscopes comme ceux qu'on voit partout, mais du coup qui permettrait de conserver ce côté actif et le maniement avec les roues classiques, mais on aurait toujours quand même le système de gyroscope qui permettrait de supprimer les roues avant. Et c'est surtout ça la grosse contrainte des fauteuils, c'est ces roulettes avant qui font galérer sur les trottoirs, les pavés. Donc voilà, l'idée, on travaille sur un mix entre les deux en fait, entre les gros fauteuils gyroscope qu'on voit et le fauteuil actif très compact et léger. Est-ce que Performax, vous avez une boutique, enfin je sais pas, en France, est-ce qu'il y a une boutique où finalement les gens peuvent venir voir les fauteuils ou pas du tout? Alors nous, du coup, on est basé dans l'Allier à Vichy. Le local est là-bas. Donc là-bas, on a un showroom sur place et puis possibilité de voir. Et on travaille avec tous les revendeurs en France. Donc on a certains revendeurs qui ont du matériel de démo. Et puis là, on va avoir un showroom bientôt à Chalon-sur-Saône. Voilà. Quels sont tes projets pour toi, les projets immédiats et puis les projets à long terme, aussi bien dans le domaine sportif que dans le domaine professionnel? Quels sont un peu tes projets? Le sportif, c'est vrai que l'intégration à Chalon se passe très bien. On a vraiment une belle structure. Et puis, donc l'idée et le projet du club, ça serait de monter rapidement, pourquoi pas un jour en AA, donc essayer de recruter quelques joueurs pour la saison prochaine et puis les saisons à venir. Et puis voilà, donc sportivement, c'est vrai que c'est l'objectif. Voilà, je suis toujours intégré dans les groupes France de ces dernières années, sans jamais avoir réussi à intégrer la liste des 12. Donc après, comment tu l'expliques ça? Comment tu l'expliques que tu participes mais que tu n'es pas sélectionné? Tu penses que ça vient de quoi? Ça vient du fait que tu tentes pas suffisamment? Non, bah après, à mon poste, il y a des joueurs qui sont incontournables, hein. Moi, je suis actuellement 3,5. Voilà, je suis en concurrence avec des joueurs comme Sofiane, comme Houssine. Donc, j'ai pas la prétention de mériter de prendre leur place. Et puis après, voilà, il y a toujours les histoires de classification. C'est sûr que si la classif à 3 points était passée la saison dernière, comme on l'avait demandé avec Malik, si c'était passé, je pense que ça aurait été peut-être plus simple d'intégrer le groupe. Mais pour moi, c'est du bonus, hein. Je suis déjà très heureux de faire partie du groupe France, de pouvoir
m'entraîner avec ces gars-là sur les stages que j'ai la chance d'intégrer. Après, tout ce qui viendra en plus, ça sera du bonus, hein. Je travaille encore pour essayer de gagner physiquement, parce que je ne fais pas partie des joueurs rapides. Je pense que c'est ce qui manque à mon jeu. Je suis un joueur assez complet, mais c'est la vitesse de jeu qui me manque pour vraiment intégrer. Et tu travailles tu travailles un peu sur ce point faible, entre guillemets, sur ta vitesse, et comment tu travailles justement pour améliorer ta vitesse? Ouais, bah, cette saison, j'ai complètement changé ma prépa en fait depuis que j'ai intégré Chalon. Donc j'ai une préparatrice physique à Dijon. Et donc on a complètement changé l'axe de musculation, etc. Donc on est plus sur de l'explosivité, puis perte de poids, pas de la grosse musculation comme je pouvais faire avant, qui certes me faisait gagner en musculature, En mais volume. aussi, voilà, je prenais aussi beaucoup de poids à cause de ça. L'alimentation qui n'était pas forcément bonne, où ça j'essaie de travailler aussi. Et du coup je sens les progrès cette année là-dessus, donc j'espère que ça va continuer comme ça, quoi. Et professionnellement, donc Professionnellement, là, on vient de lancer Élysée Wheelchair Sport, qui va être une entreprise de vente de pièces détachées pour tout ce qui est. Voilà, on va essayer de se spécialiser dans les pièces détachées, mais vraiment sur des produits haute performance. Donc, par exemple, les pneus Tufo qu'on développe de plus en plus, c'est les pneus sans chambre à air qu'on peut gonfler à 16 bars là. Donc, on est devenu distributeur exclusif là depuis quelques semaines de ce produit, qu'on va essayer de faire connaître de plus en plus, parce que c'est vrai que moi, le premier, c'est ces petits produits qui me font énormément gagner sur la performance sur le terrain, en vitesse de démarrage, contrôle, vitesse de pointe même. Donc voilà, les déroulements céramiques, voilà. On va se spécialiser dans les pièces détachées, des roues concurrentes à Spinergie qui vont pouvoir être vendues moins cher, parce que c'est vrai qu'avec leur monopole, on a vu les prix des roues augmenter. Une paire de roues à 1100 euros, c'est vrai que ça devient de la folie. Donc on a trouvé des produits concurrents qui vont arriver dans les semaines à venir, à des prix, on espère, voilà, bien en dessous, et puis essayer d'apporter ces conseils sur comment optimiser la performance sur le fauteuil grâce à ces petits détails. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de joueurs qui négligent un peu l'importance de ces réglages, de l'entretien du fauteuil. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on va essayer de les sensibiliser, et puis de communiquer grâce à Élysée Wheelchair Sport. Donc ça, c'est le projet de cette année. Ouais. est-ce que tu as essayé par exemple, de proposer des Performax au sein de l'équipe de France? On avait évoqué un partenariat avec la Fédé directement, mais bon, c'est vrai que ça s'était pas fait parce que Top End est le partenaire exclusif depuis pas mal de temps. Mais c'est vrai que moi, ce qui me fait plaisir, c'est que de plus en plus de joueurs de l'équipe de France passent chez nous. On a de plus en plus de Performax en équipe de France depuis ces dernières années, parce que les joueurs font le choix de rejoindre voilà, la team Performax plutôt que de partir sur Top End. Donc c'est vrai que ça, pour nous, Mais, c'est une belle victoire. mais le prix aussi joue certainement entre un Top End et un Performax. Vos tarifs sont quand même moins élevés, non? Top End, on va être quasiment pareil maintenant. Malheureusement, là, ces dernières années, on a dû augmenter un petit peu les tarifs à cause du cours de dollar, etc., qui ont évolué. Donc après Top End, on va être sensiblement sur les mêmes tarifs. Après, c'est RGK où on arrive à vraiment être compétitif à côté de RGK. Alors que, bon, je suis peut-être pas objectif, mais je pense vraiment qu'on fabrique des fauteuils de même qualité. Maintenant, avec l'évolution là, des derniers modèles, pour moi, on est vraiment sur la même qualité de fabrication que RGK, mais on arrive à sortir bien moins cher. Ouais. Eh bien, écoute, en tout cas, Guillaume, merci de nous avoir livré Merci tout à ça. toi. Et puis, ben, écoute, on te souhaite bonne route, aussi bien dans le domaine sportif que dans le domaine professionnel. Merci en tout cas, puis Je t'en à prie. bientôt. À bientôt. Au revoir.